Ok, donc je vous propose qu'on commence. Merci à toutes et tous de nous avoir rejoints, en particulier d'avoir consacré un peu de temps dans une semaine qui est effectivement bien chargée, que ce soit au travers du congrès USH, que ce soit au travers hier du congrès du gaz ou bien du congrès du CER. Donc merci de nous avoir rejoints pour partager lors de ce point presse une initiative de la filière pour accélérer le développement du gaz vert dans le bâtiment. Donc, je me présente Bernard Olagne, président de Coenov. Je pense que la majorité des gens me connaissent. Encore une fois, nous aurions préféré avoir un peu plus de physique pour échanger. C'est toujours un peu frustrant d'être comme ça à distance, mais c'est mieux que rien par rapport, encore une fois, à la situation actuelle. Donc, un rappel très rapide sur Coenov, sur l'association que je préside. Donc, une association qui a été créée, tout le monde commence à le savoir, en septembre 2014. Septembre 2014, nous étions dans le cadre des débats sur ce qui deviendra un an plus tard la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Donc, véritablement, sur ce qui touche aux prémices et aux fondamentaux sur la transition énergétique et le développement de la transition énergétique, et donc avec une volonté marquée de la part des membres fondateurs de Coenov de jouer un rôle dans les débats sur cette future loi. Avec une double conviction, vous le savez, on y reviendra encore une fois dans la matinée, qui est que si nous partageons les ambitions et les fortes ambitions qui figurent dans la loi et qui ont été reprises ensuite dans les lois énergie-climat ou climat-résilience, notamment en termes de neutralité carbone, nous sommes convaincus que l'atteinte de ces objectifs ne peut se faire qu'au travers d'une approche véritablement fondée sur la complémentarité des énergies et que dans cette complémentarité, le gaz renouvelable a toute sa place à jouer. C'était notre ADN, notre credo depuis 2014. C'est toujours le cas et d'où le fait qu'on soit ici aujourd'hui pour parler effectivement du développement du gaz renouvelable dans le bâtiment. Donc, composition de Coenov, très rapidement. Coenov est constitué essentiellement autour d'acteurs industriels. Les grands noms, vous avez là les grands noms de la chaudière, de la pompe à chaleur, des panneaux solaires thermiques au niveau à minima européen, que ce soit Ariston, que ce soit Atlantique, que ce soit Bosch, De Dietrich, Frisquet, Vaillant ou Viessmann, qui étaient véritablement les membres fondateurs de l'association, rejoint ensuite par d'autres membres industriels dont vous voyez les logos. Également parmi les membres fondateurs, les trois organisations professionnelles du bâtiment, que ce soit la FFB, UMGCCP, l'ACAPEB et le SINASAV, Syndicat national du service après-vente, ainsi que des acteurs du monde de l'énergie, en l'occurrence GRDF, France Gaz et Liquide, Caligaz et Vonia. Ça, c'était aussi les membres fondateurs, rejoints ensuite par France Gaz Hydrogène, France Gaz Renouvelable et le SPEGN depuis le début de l'année. Donc ça, c'était le rappel pour ce qui concerne Coenov. Pour la présentation de ce matin, nous allons faire cette présentation à trois, c'est-à-dire donc en l'occurrence moi-même, Bernard Holland, président de Coenov, mais aussi en tant que représentant des fabricants, François Frisquet. Bonjour François. Bonjour Bernard, bonjour à tous et heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et en ce qui concerne le porte-parole des installateurs et mainteneurs, bonjour Cyril Radici, directeur général du SINASA. Bonjour Bernard, bonjour à tous et ravi également d'être parmi vous. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec, effectivement, je dirais d'une manière assez classique, une démarche un peu en entonnoir, avec un rappel sur les chiffres clés en ce qui concerne l'énergie gaz, pour aller progressivement sur le gaz vert et le gaz vert dans le bâtiment. Donc, un rappel, c'est naturellement aujourd'hui la place essentielle du gaz dans le mix énergétique français. En 2021, 2020-2021, la consommation s'est élevée à 460 TWh environ, ce qui représente environ un cinquième de la consommation totale d'énergie en France, donc 20%, ce n'est pas négligeable. Également, parmi les chiffres importants à retenir, 12 millions de logements qui sont aujourd'hui chauffés au gaz. Donc, il y a un véritable enjeu pour tous ces consommateurs et clients qui utilisent le gaz depuis de nombreuses années. Et également, dans le contexte actuel, deux chiffres qui nous paraissent importants dès lors qu'on va se préoccuper de la sécurité d'approvisionnement, qui est un point extrêmement important aujourd'hui. Ce sont les 135 TWh de capacité de stockage qui sont aujourd'hui présents en France et qui sont quasiment aujourd'hui,
c'était encore un chiffre qui était lancé hier lors du congrès du gaz, qui sont remplis aujourd'hui à 96-97%. Et de l'autre côté également, ne jamais oublier les 241 000 km de réseau, qui sont autant de possibilités d'irriguer l'ensemble du territoire français et qui constituent un véritable atout pour cette énergie. Un autre point également important, au-delà de l'aspect purement quantitatif, c'est naturellement la place du gaz pour assurer la sécurité d'approvisionnement, la continuité d'alimentation, en ce qui concerne les clients tout au long de l'année et dans tous les points. Vous avez, figure sur ce slide, effectivement un graphe, je pense que tout le monde connaît maintenant dès lors qu'il a quelques contacts avec Coenov. C'est effectivement un graphe qui représente les appels de puissance hebdomadaires sur un an, toutes énergies, tous usages hors carburant. Là, on est sur la période 1er avril 2018, 31 mars 2019, donc c'est assez récent encore, et qui montre un certain nombre de choses, qui montre d'une part, naturellement, le rapport de 1 à 4 qu'il y a entre les appels de puissance en été et les appels de puissance en hiver. Et en hiver, effectivement, la nécessité de mobiliser l'ensemble des secteurs énergétiques, des vecteurs énergétiques, pour faire face à cette pointe hebdomadaire. C'est écrit en petit, donc le décodage du jeu des couleurs, c'est les différentes nuances de bleu, c'est l'électricité, les différentes modes de production d'électricité, avec notamment en bleu foncé la part du nucléaire, plus particulièrement stable. Et on était encore une fois en 2018-2019, on verra ce que donnerait un tel graphe vu les problèmes de disponibilité du parc nucléaire actuel. Ce que l'on voit, c'est ça. En vert, c'est la part du gaz. Et puis ensuite, au-dessus, en marron clair, on va dire, c'est le bois et RCU. Et tout au-dessus, c'est fuel, GPL et ce qui reste éventuellement en charbon. Donc ça, c'est un autre point qui permet de mesurer également la part du gaz, qui représente aujourd'hui à la pointe quasiment 105 gigawatts pour couvrir les quasiment 300 gigawatts de pointe ce jour-là, à comparer également aux 85 gigawatts d'électricité à ce moment-là. Donc on voit bien que c'est le gaz qui est l'énergie qui permet de couvrir le plus complètement la pointe énergétique hivernale. Et le gaz constitue donc effectivement, vous le savez, une source de flexibilité et de stockage qui est aujourd'hui inatteignable par des moyens électriques seuls. Ce qui est important également, c'est que le gaz permet véritablement une flexibilité temporelle pour répondre aux besoins de modulation hebdomadaire. Il y en a d'autres qui savent faire. Mensuel, il y en a déjà un petit peu moins. Et alors saisonnier, par contre, c'est vraiment le point fort du gaz pour arriver à faire face, grâce notamment à ces dispositifs de stockage, à cette différence saisonnière entre l'été et l'hiver. Donc, une place essentielle du gaz et donc, pour l'évolution du mix énergétique français, une évolution nécessaire pour décarboner le gaz, puisque c'est en décarbonant le gaz qu'on va également véritablement décarboner le mix énergétique français. Vous le savez, je le rappelle, la vision Coenov pour 2050, en quelques chiffres clés, puisque Coenov, vous le savez, notre cœur d'expertise, c'est le bâtiment. Et bien dans le bâtiment, la contribution du gaz à la neutralité carbone est accessible si l'on mène à bien 3 chantiers. Effectivement, il n'y a pas photo. Première chose à faire, c'est la diminution drastique des consommations, que ce soit par des efforts de sobriété, que ce soit par des efforts d'efficacité énergétique. Dans les deux cas, c'est une diminution drastique que nous évaluons à 60% des consommations de gaz. Également le verdissement du gaz, de ce qui reste, c'est-à-dire une fois qu'on a fait les moins 60%, ce qui reste est 100% renouvelable. Et également, vous le savez, le développement accéléré d'un produit qui existe déjà, qui n'est pas une révolution technologique, qui s'appelle la PAC hybride, et qui permet justement, en faisant une combinaison intelligente entre l'électricité et le gaz, de limiter la pointe électrique. Donc en quelques chiffres clés, ça veut dire moins 60% sur les consommations, c'est-à-dire si on part de 243 TWh aujourd'hui, on arrive grosso modo à 100 TWh. Donc 100 TWh pour le bâtiment, ces 100 TWh, ils sont alloués au bâtiment, ils sont 100% renouvelables. Alors justement, l'ambition de 100% de gaz renouvelable, si on l'illustre sur ce slide, vous avez tout à gauche, on ne va pas se voiler la face aujourd'hui, le gaz vert représente environ 2% de la consommation. Donc on peut dire, est-ce que vous êtes bien sérieux de prétendre à 100% en 2050 ?
Donc la réponse est oui, naturellement. Encore une fois, en étant bien sur on joue sur les deux facteurs, on joue sur le numérateur, on joue sur le dénominateur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire 100% de la consommation de gaz aujourd'hui, c'est 100% de la consommation de gaz en 2050, une fois qu'elle aura fait tous les efforts de sobriété et d'efficacité énergétique. Avec un point de passage en 2030, point de passage en 2030 à hauteur de 20% par rapport à la consommation. C'est vous tous qui suivez le sujet, vous allez me dire oui, mais aujourd'hui dans la loi c'est 10%. Donc effectivement, aujourd'hui, l'ensemble de la filière gazière pousse et, et nous sommes dans des échanges approfondis avec les pouvoirs publics sur le sujet. Ce sera intégré dans les réflexions au travers de la stratégie française énergie-climat. Nous sommes persuadés que l'on peut atteindre 20% de gaz vert en 2030. Alors 20% de gaz vert en 2030, vous allez noter, vous devriez noter, mais ça n'a pas été fait comme ça. En fait, il y avait dans mon esprit, mais ça n'a pas été repris comme ça, une petite coquetterie qui était de dire en 2022 gaz vert sous singulier, parce que nous n'avons que la méthanisation. En 2030, quand on parle de 20% de gaz vert, il y a un pluriel qui est intervenu, parce qu'effectivement, les 20% de gaz vert seront d'ores et déjà atteints grâce à de la méthanisation, mais aussi des premières retombées en termes de pyrogazéification, gazéification hydrothermale, etc. Pour fixer également quelques chiffres, 2030, 20% de gaz vert, si on traduit ça en termes de valeur absolue par rapport à l'évolution attendue de la consommation, ça fait grosso modo 77 TWh de gaz vert, dont 50 concernant la méthanisation. Et en 2050, donc, on atteint nos 100%. Alors, effectivement, j'ai un petit peu anticipé par rapport à tout ça. Le message suivant, c'est de dire, effectivement, par rapport à aujourd'hui un certain nombre de choses qui nous sont régulièrement objectées sur le sujet, sur la rareté du gisement gaz vert, bon, je dirais que tout ça, que ce soit nos concurrents qui nous disent c'est bonne guerre, que ce soit repris par d'autres organes un peu plus publics, c'est un peu plus dommageable. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites par plusieurs opérateurs gaziers, mais aussi par d'autres associations, y compris par l'ADEME, y compris par Negawatt, qui montrent qu'effectivement, du gaz renouvelable, il y en a. Il y en a, mais sous plusieurs formes, donc avec plusieurs filières gaz renouvelable, qui sont la méthanisation, qui sont l'hydrogène, qui sont la pyrogazéification, j'en ai parlé tout à l'heure, le power to méthane, qui permet effectivement, via l'électrolyse, de transformer en hydrogène les excédents des ENR électriques, et la gazéification hydrothermale. Vous avez en face les gisements sécurisés pour 2050, et tout ceci nous conduit à un total de gisements d'environ 420 TWh estimés pour 2050, qui est largement au-dessus des consommations que l'ensemble des acteurs de la filière estiment en gaz pour 2050 sur l'ensemble des secteurs, en intégrant aussi bien le bâtiment, la mobilité, l'industrie, etc. Et donc, on voit que par rapport à ça, les 100 TWh qui nous paraissent pertinents pour le bâtiment sont tout à fait compatibles avec ce chiffre. Ce qui est intéressant à retenir par rapport à ce tableau, c'est que d'une part, du gaz renouvelable, il y en a surtout si on se place dans l'optique 2050. L'autre point, c'est que naturellement, toutes ces filières ne sont pas au même degré de maturité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, il y a une filière qui est tout à fait mature, qui produit régulièrement et de plus en plus de biométhane, c'est la filière de la méthanisation. Donc dans un premier temps, on va surtout se caler sur le développement de la méthanisation, et en plus avec un potentiel, si je devais également un peu caricaturer, c'est pas une affectation pure et dure, je vous remercie de ne pas pouvoir le prendre comme tel, c'est pour illustrer mon propos. On voit très bien qu'on a un potentiel en 2050 de 135 TWh pour la méthanisation, qui est de facto tout à fait compatible avec les 100 TWh pour le bâtiment. Donc tout ça va dans le même sens. Donc on va commencer à travailler sur la méthanisation, et on verra pour les années à venir comment intégrer les gaz de synthèse issus de la méthanisation, de la pyrogazéification, etc., et ainsi que l'hydrogène. Donc le biométhane, encore une fois, quelques chiffres pour préciser mon propos. Donc c'est une filière mature et en plein essor. Vous savez ce que c'est que le biométhane. C'est un gaz qui est produit localement en France, principalement à partir de résidus agricoles, d'effluents d'élevage, etc. Donc produit dans les territoires, une énergie locale, une énergie renouvelable. Et aujourd'hui, sachant que le aujourd'hui date peut-être du début du mois de septembre et a peut-être déjà été dépassé, c'est environ 465 sites qui injectent pour 7,9 TWh.
Hier, au Congrès du gaz, on parle même de 8. Il suffit d'en avoir mis en service 2 ou 3. Et on est aux 8 TWh. Donc 8 TWh, soit l'équivalent de quasiment 2 millions de logements neufs. Et on a toujours nos 1149 projets inscrits dans la filière, dans la file d'attente, etc. Un point également, d'ailleurs, qui a été souligné hier par la ministre Mme Pannier-Runacher lors du Congrès du gaz, c'est effectivement la seule filière ENR qui dépasse d'ores et déjà l'objectif qui était fixé par la PPE en 2023, où on était sur un objectif de 6 TWh, qui est donc largement d'ores et déjà dépassé. Donc on est sur une filière, si on peut rester, excusez-moi, si on peut rester sur ce slide, une filière en plein essor, et en plus, je dirais, qui commence, je vais être prudent dans mes termes, mais on va quand même positiver, qui commence à être de plus en plus reconnu. J'en veux pour preuve, effectivement, les deux textes qui ont été, les deux décrets qui ont été signés la semaine dernière, qui faisaient l'objet de demandes depuis plusieurs mois par la filière, qui était d'une part la reconnaissance, effectivement, de l'allongement du délai de mise en service entre la signature du projet et la mise en service pour tenir compte des délais liés au Covid, etc., et à la perturbation que ça avait pu entraîner dans la concrétisation d'un certain nombre de projets, donc prise en compte de cet allongement de délai. L'autre point, également, il y avait un deuxième point qui avait été cité, qui était aussi l'indexation, la possibilité d'indexer le prix d'achat du biométhane sur l'inflation, qui là aussi était une demande forte de la filière gaz, etc. Et également un autre point positif, qui va dans le sens des réflexions sur l'accélération des ENR, avec effectivement une circulaire qui a été adressée par Madame la ministre aux différents préfets pour faire en sorte d'accélérer les projets d'énergie renouvelable qui sont bloqués sur un certain nombre de territoires. Donc certes, il y a des choses qui concernent l'éolien, il y a des choses qui concernent le solaire photovoltaïque, mais il est expressément cité un certain nombre de projets de méthanisation, je crois, pour un volume de 1,5 TWh, sur lesquels les préfets sont incités à se pencher pour accélérer la sortie des projets. Donc là, on voit effectivement qu'il y a un certain nombre de facteurs positifs par rapport à ce développement de la filière biométhane, et donc de la contribution au biométhane dans le mix énergétique, du biométhane au mix énergétique français. Là, c'est je dirais la vision un peu politique, un peu macro sur la politique énergétique française. Maintenant, si on parlait consommateur, si on parlait client, etc., parce que c'est lui qui, in fine, est directement concerné. Alors là, à ce stade-là, je vais m'appuyer sur des études qui ont été réalisées récemment, notamment chez GRDF, par rapport sur les questions habituelles en termes de notoriété, d'image, etc. Donc c'est une étude qui a été réalisée au mois de juin dernier, donc c'est là aussi tout récent. Et qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'en termes de notoriété, la notoriété du gaz vert progresse fortement, avec aujourd'hui 84% des gens qui ont entendu parler du gaz vert, donc avec une progression de 17 points par rapport à la précédente étude. En termes d'image, une bonne image pour 90%, une image très positive est en progression. On peut aller, par contre, effectivement, le point préoccupant, mais qui est également tout à fait normal, compte tenu de la nouveauté des solutions, mais aussi à la limite du terme gaz vert, c'est le niveau de connaissance. C'est-à-dire que la connaissance du gaz vert reste très partielle et largement perfectible, puisque aujourd'hui, seuls 24% des clients savent exactement de quoi il s'agit, 23% ignorent même qu'il s'agit donc d'une énergie renouvelable, et 50% seulement ont compris qu'il était compatible avec leur équipement actuel. En termes d'appétence également, un point intéressant, le gaz vert est aujourd'hui la deuxième énergie plébiscitée par les Français, tout de suite après l'électricité qui est à 26%, le gaz vert étant à 25%, donc on va dire c'est l'épaisseur du trait, mais devant le bois, et on a donc 76% des Français qui se disent prêts à se chauffer, à utiliser le gaz vert pour se chauffer, s'ils en ont la possibilité. Donc, par rapport à ça, on voit qu'on a un certain nombre d'éléments d'études extrêmement positifs et intéressants, et on a surtout une piste de travail qui est le niveau de connaissance, c'est-à-dire arriver à faire comprendre concrètement ce qu'est le gaz vert, et deuxième point, naturellement, ce qu'il apporte très concrètement au quotidien des Français. Et c'est justement à partir de là que nous nous situons, c'est-à-dire quand nous disons que la filière accélère dans le bâtiment et lance la mention
cette mention gaz vert, local et renouvelable. Donc vous avez devant vous, c'est une mention, vous avez devant vous l'identité visuelle qui a été déposée comme telle à l'INPI et qui va être utilisée dorénavant. Alors utilisée de quelle manière, en fait, cette mention gaz vert va se décliner de deux manières, c'est-à-dire que vous allez avoir d'un côté des acteurs engagés gaz vert, et de l'autre côté, vous allez avoir des équipements compatibles gaz vert, etc. Donc si on passe tout de suite au slide suivant, vous avez effectivement d'une part une étiquette qui va permettre de mettre en avant la compatibilité des équipements auprès des clients, et donc rien de mieux que pour matérialiser cette possibilité que de transformer ça en étiquette que l'on peut ensuite apposer sur sa chaudière, et on y reviendra tout de suite après. Et deuxième point, également une démarche pour l'ensemble des acteurs de la filière du bâtiment, de l'amont jusqu'à l'aval, afin de matérialiser véritablement leur soutien, leur conviction et leur engagement dans la promotion du gaz vert auprès de leurs clients. Donc on a véritablement là toute une filière qui va s'engager dans pour renforcer la notoriété du gaz vert auprès de ses clients. Très concrètement, les conditions du déploiement de la mention gaz vert, vous avez devant vous deux modes sur ce déploiement de la mention gaz vert. Je pourrais commenter ce slide, je peux aussi, de manière beaucoup plus concrète, passer la parole, par exemple, aux représentants des fabricants pour qu'ils commentent ce slide, la contribution du fabricant par rapport à ça et surtout la vision des fabricants par rapport à cette démarche. François? Alors merci Bernard, effectivement, nous, en tant que constructeurs, nous adhérons pleinement à cette démarche parce que ça donne d'abord une visibilité pour le consommateur. Et aujourd'hui, dans le monde où on vit, le consommateur s'interroge beaucoup et donner une visibilité claire, c'est un marqueur fort. Les gens se posent toujours la question, est-ce que mon investissement va s'inscrire dans la pérennité? Est-ce qu'il va contribuer à la préservation de l'environnement? Et avec ce marqueur gaz vert, eh bien, c'est donner la possibilité au consommateur de faire un bon choix pour l'avenir. Alors pourquoi un bon choix? Parce que bah, déjà les produits qui utilisent le gaz pour faire le chauffage et l'eau chaude, qui sont des besoins quotidiens, bah, quand on prend des produits comme des chaudières à condensation, par exemple, c'est déjà des produits qui s'inscrivent dans une sobriété énergétique, puisqu'on peut faire entre 25 et 30% d'économie. Et en plus, c'est avoir la conviction que ces produits, aujourd'hui, bah, s'ils peuvent consommer que 2% de gaz vert, demain, ça sera 100%. Et ça, c'est une donnée fondamentale. Et puis plus encore, il faut penser toujours au parc installé. Et il faut savoir, et ça je pense que c'est méconnu du grand public, c'est que tout le parc installé de produits, eh bien, intègre déjà la possibilité d'utiliser ce gaz vert. Ce n'est absolument pas limitatif. Et donc, les constructeurs de matériel de chauffage eh bien, adhèrent pleinement à cette démarche et s'engagent à mettre ces mentions sur les produits qu'ils vont commercialiser pour donner plus de visibilité à cette notion de gaz vert qui, je le souligne, et c'est important de le dire, sera une production locale, hein. Donc on ne parle pas d'importation, on parle de production locale et on parle d'énergie renouvelable. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui est un peu oublié et qu'il faut faire connaître. Et la mention de l'étiquette gaz vert sera un moyen de faire connaître plus encore cette opportunité pour l'indépendance énergétique du pays. Merci François. Et donc effectivement, pour compléter sur le rôle du fabricant, concrètement, cette autocollant, cette étiquette gaz vert sera mise par le fabricant. Eh ben, sera mis par le fabricant sur tous les produits qui seront commercialisés et donc visibles par le consommateur D'accord. et puis aussi par la filière, hein, parce qu'il est important que la filière puisse intégrer cette dimension. Donc justement, à propos de la filière, Cyril, Merci Bernard, merci François. Effectivement, c'est un travail d'équipe tout ça. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'une filière qui se mobilise. On a besoin d'industriels aujourd'hui pour équiper, pour fournir cette étiquette au sein des cartons.
Et je crois, et vous le savez, aujourd'hui, au niveau de cette filière, au niveau des installateurs, des mainteneurs que je représente aujourd'hui, on réalise chaque année un certain nombre, un millier d'interventions auprès du client particulier, à la fois pour installer, pour maintenir, dépanner, mettre en service ces équipements. Et nos techniciens sur le terrain sont déjà familiers finalement avec ces étiquettes, puisqu'ils apposent déjà des étiquettes pour rappeler les coordonnées de l'entreprise, rappeler au client particulier que lorsqu'il a un problème avec son équipement, eh bien, il peut contacter une entreprise qui a mis en service son équipement et qui est pour le coup experte et en confort sur l'équipement en question. Donc pour la filière, c'est un très bon signal. Nos techniciens de maintenance sur le terrain l'attendaient. Le client particulier l'attendait parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des interrogations autour du gaz. De pouvoir finalement apposer cette étiquette gaz vert, c'est aussi un premier élément de réponse qu'on va bien évidemment étayer lors de la relation annuelle avec le client. Mais on est face à finalement un signal fort où le client particulier a besoin d'avoir cette vision de son équipement, d'avoir, comme tu l'as dit François, d'être rassuré sur son investissement. Et quelque part, on a un équipement là qui est plutôt un message tourné vers l'avenir, où finalement ma chaudière est ENR parce qu'elle utilise une énergie renouvelable et locale. Donc on va pouvoir à la fois valoriser les méthaniseurs autour des habitations et à la fois l'équipement qu'on sait bien entretenir. Donc voilà, pour nous, c'est en tout cas une formidable occasion d'entamer des discussions avec le client, de le rassurer. Euh, et nous, on est convaincus, en tout cas, on est ambassadeurs, hein, installateurs et mainteneurs sur le sujet de cette démarche. Merci Cyril. Et effectivement, ça confirme bien que, contrairement à certaines idées qui sont poussées, la chaudière est tout sauf un équipement du passé. Elle a d'énormes possibilités d'avenir. Là, on parle aujourd'hui du côté utilisation de gaz renouvelable. On pourrait aussi parler de tous les aspects euh, télécommande, pilotage à distance, etc. Connectivité, aussi bien pour le pilotage par le client que par les sociétés de maintenance. Donc on voit que cet équipement chaudière a encore de beaux jours devant elle, a fortiori avec une logique d'alimentation par du gaz vert. Donc effectivement, vous le voyez devant vous, vous avez cette étiquette posée sur la chaudière avec, donc si on peut passer au slide suivant, donc une étiquette qui comporte la mention gaz vert et un QR code. J'en profite avant qu'on me pose la question, ça peut gagner du temps, pour dire que l'étiquette, ses dimensions, c'est 70 mm sur 40, voilà à peu près ce que ça peut donner sur une chaudière. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est ce QR code sur lequel le client peut cliquer, peut aller et va obtenir un certain nombre de renseignements. Dans un premier temps, aujourd'hui, par exemple, c'est ce qu'est la méthanisation, connaître les sites de production de méthane, de biométhane proches de chez lui. Et naturellement, par définition, je dirais que cette landing page, comme nous l'appelons, a vocation à évoluer très très vite, justement pour alimenter un certain nombre d'informations, de pousser un certain nombre d'informations vis-à-vis de l'utilisateur. De même que Cyril l'a pas rappelé, mais et c'est aussi valable avec ce qui est mis dans les caisses des fabricants, dans les cartons des fabricants, des flyers qui sont remis à destination des clients pour leur expliquer, puisqu'encore une fois, on est bien dans cette logique, si on revient sur les études précédentes, de donner du concret véritablement et permettre à l'utilisateur de comprendre ce qu'est le gaz vert et ce que ça lui apporte. Donc ça, c'est un premier point sur les conditions de déploiement. Et puis, il y avait le deuxième aspect qui était sur cette démultiplication via les acteurs de la filière sur cette notion d'engagement pour porter le gaz vert et proposer le gaz vert. Donc là aussi, il y a, on va dire, une espèce de tringlerie d'organisation qui se met en place et qui explique également ma présence aujourd'hui, puisque donc c'est Coenov qui est propriétaire de la mention gaz vert et qui donc est le garant des règles générales d'utilisation de cette mention par la filière afin qu'il y ait une homogénéité, une cohérence de portage, puisqu'on sait bien que c'est cette cohérence, cette homogénéité de portage qui va renforcer l'impact auprès du grand public et faire en sorte qu'ils connaissent et qu'ils comprennent véritablement ce qu'est le gaz vert, en l'occurrence dans un premier temps le biométhane, et ce que ça va lui apporter, mais aussi des règles spécifiques à chaque métier. Et puis il y a quelques mandataires qui sont chargés de favoriser l'utilisation de la mention par les filières qu'ils représentent, notamment, on va dire, dès lors qu'on est par les plus grands nombres sur le terrain.
Donc, parmi les mandataires, vous allez retrouver les organisations professionnelles que sont la FEB, le MGCCP, la CAPEB et le SINASAV. Et puis, vous avez également GRDF qui, en tant que membre de Coenov, a un rôle également de mandataire, notamment pour aller porter le message auprès d'autres acteurs que sont, par exemple, les promoteurs, les constructeurs de maisons individuelles. Vous avez un exemple ici sur ce que ça peut donner. J'allais dire liste non exhaustive, naturellement, ça sera amené à évoluer. Vous pouvez vous retrouver comme ça avec installateurs engagés, mainteneurs engagés, territoires engagés, promoteurs engagés, constructeurs engagés, bref, un certain nombre de profils de porteurs en fonction des métiers et aussi en fonction des projets sur lesquels on peut se trouver. Des exemples, puisque donc, même si nous sommes là aujourd'hui dans une logique de déploiement, d'officialisation du déploiement, il y a déjà eu des tests et des utilisations qui ont été faites, que ce soit sur des brochures de promoteurs, des catalogues de constructeurs de maisons individuelles, voire tout en bas des catalogues de fabricants attestant de la compatibilité de leurs équipements au biométhane. Et c'est ce type de choses que nous souhaitons effectivement développer. Je ne serais pas complet si, naturellement, je n'allais pas jusqu'à parler ensuite de la souscription effective, puisque là, pour l'instant, on est sur des informations concernant l'équipement, etc., mais véritablement sur la souscription et l'utilisation du gaz vert. Vous vous doutez bien que la situation est un peu délicate aujourd'hui, vu le contexte plus global énergétique et de bouclier tarifaire et autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 8 fournisseurs de gaz vert qui sont présents sur le marché français. Et encore, je dirais, aujourd'hui, ils sont présents parfois, mais pas forcément à 100% et tout le temps. Donc aujourd'hui, on a plutôt, on va dire, 5, parmi ces 8, on en a 5 qui sont véritablement présents en permanence, qui sont d'INEF, Gaz de Bordeaux, Total, Équateur et Engie, et qui proposent effectivement du gaz vert. C'est vrai que dans la situation actuelle, en termes de prix du gaz naturel, la situation est un petit peu délicate, et c'est pour ça que pour l'instant, j'ai mis ça dans la rubrique pour aller plus loin, puisque ça va être un des chantiers importants de 2023, de véritablement densifier les offres de fourniture de gaz vert chez les fournisseurs. Donc, très, très officiellement, d'où la tenue, la date de la tenue de ce point presse, c'est bien le lancement, je dirais, officiel du déploiement de cette mention gaz vert se fera sur Interclimat, à l'occasion d'Interclimat, avec une présence de ce mode de déploiement de cette mention d'étiquette, etc., sur les différents stands des fabricants. Tu nous le confirmes Oui, Bernard, comme de nombreux fabricants pour cette édition, où la profession est largement représentée pour 2022, en tant que constructeur, la société Frisquet apposera ses étiquettes sur les produits qu'elle expose. Et je pense que tous les acteurs qui sont dans la même situation seront heureux de porter le même message et apposeront cette étiquette qui est synonyme, je dirais, d'énergie renouvelable. Merci François. Et donc, en ce qui me concerne, je suis arrivé au bout de la présentation. Je vous remercie pour votre attention. Nous sommes, excusez-moi, tout à fait disponibles et disposés à répondre à toutes les questions qui viendraient, que vous évoqueront, que vont susciter cette présentation. J'en profite également, puisqu'on a parlé d'Interclimat, pour la suite, effectivement, sur le gaz vert. Et en vous donnant rendez-vous le mardi 4 octobre dans une conférence entre 14h et 15h45 sur le thème « Accélérons pour un gaz renouvelable et l'autonomie énergétique dans le bâtiment ». Donc, vous avez présenter les différents thèmes qui sont abordés, un état des lieux sur les gaz renouvelables, des témoignages également de maîtres d'ouvrage, notamment qui utilisent déjà, qui référencent, qui utilisent le gaz vert et qui sont tout à fait intéressés par l'utilisation de cette mention gaz vert. J'y serai également présent, mais je dirais que par rapport à ça, vous n'apprendrez pas forcément dans mes propos beaucoup de choses de plus que ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc voilà, merci encore pour votre attention.